Eh bien, écoutez, tout d'abord quelques mots et explications sur le titre de cette intervention. La pratique de la médecine vétérinaire est classiquement nommée différemment selon que l'on exerce pour les animaux de compagnie, dans ce cas on parle de médecine canine, ou pour les animaux de rente et les animaux de production, pour lesquels on désigne souvent cette médecine comme être vétérinaire rural. Bien entendu parce que cette médecine se pratique principalement dans les territoires et la zone rurale. Un troisième secteur existe, c'est celui de la médecine équine. Vous aurez compris qu'il s'agit bien entendu de la médecine des chevaux. Bien d'autres secteurs d'activité sont occupés par les vétérinaires, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, les missions de santé publique avec les inspecteurs vétérinaires, les enseignants, qui sont tout un tas d'autres secteurs qui ne font pas l'objet de cette présentation, puisque je suis moi-même praticien et d'autres confrères pourront traiter de ce sujet. Voilà, donc l'objectif que nous nous sommes donné, c'est au travers de quelques éléments de mon itinéraire professionnel, de vous faire aborder les facettes qui peuvent être celles occupées par un vétérinaire diplômé de VétaGrossup. Donc je m'appelle Pierre Buisson, j'ai été diplômé de VétaGrossup en 1984, vous voyez que ça commence à remonter un petit peu. J'avais fait mes classes préparatoires dans un lycée lyonnais. J'habitais à l'époque à la Croix-Rousse et vivais juste au-dessus de ce qui est tel à l'époque encore, d'ailleurs, pendant mes études, en tout cas de lycée, l'école vétérinaire de Lyon, et qui est aujourd'hui le Conservatoire national de musique, dans un très beau bâtiment qui est un ancien couvent, qui est sur les bords de la Saône à Lyon, mais qui n'est plus, bien entendu, depuis 1980, le siège de l'école vétérinaire, qui est aujourd'hui à Marcy, que j'ai donc rejoint en 1980 pour en sortir en 1984. À l'issue de ces 4 années, à l'époque, il fallait aussi satisfaire à des obligations militaires. Donc, une année a été consacrée au service qui, à l'époque, s'était déroulé pour moi dans les soins aux chiens de défense d'une base aérienne. Et j'ai rejoint une clientèle dans laquelle j'exerce toujours, qui est donc de l'autre côté des monts du Lyonnais, dans les monts du Forêt, à Saint-Galmier, qui est donc à une cinquantaine de kilomètres de Marcy-l'Étoile. Cette clientèle a la particularité d'exister depuis le début du 19e siècle et d'avoir été exercée avec 3 générations de vétérinaires qui étaient issus de la même famille. Et donc, il y a dans notre activité beaucoup de souvenirs et beaucoup de mémoires des différents temps qui ont marqué la médecine vétérinaire au cours du siècle passé et qui, en tout cas, ont nourri pour moi l'intérêt de transmettre aussi, comme aujourd'hui, aux gens qui s'intéressent à la profession, quelques éléments historiques. De cette entreprise qui était familiale jusqu'aux années 60, puisqu'elle reposait à l'époque sur un modèle unique, un vétérinaire aidé de son épouse à l'époque, qui gérait seul son activité. Eh bien, elle a beaucoup évolué, puisque aujourd'hui, nous sommes donc 6 vétérinaires, 4 assistantes, et nous exerçons la médecine sur deux sites principaux, que sont donc la clinique des Bulles Vertes à Saint-Galmier et un deuxième site qui est à l'Étras, en proche banlieue de Saint-Étienne. Ces cliniques sont ouvertes 6 jours sur 7, de 8h à midi et de 14h à 19h, donc avec une amplitude pratiquement de 9h chaque jour. Et à tour de rôle, chaque vétérinaire assure, en dehors de ses heures, la permanence et la continuité des soins pour les clients de la clinique qui ont besoin d'une intervention d'urgence ou la suite des soins qui ont été donnés au cours de la journée. Cela concerne aussi bien les animaux de rente, avec toute la partie qu'on appelle obstétricale, c'est-à-dire le fait d'aller assister les bovins à accoucher ou de gérer des cas réellement extrêmement urgents, ou pour les animaux de compagnie, de gérer aussi des urgences et parfois l'inquiétude légitime ou pas des propriétaires. Donc notre activité, vous voyez, c'est des équipes, ma foi, qu'on avait la possibilité de réunir socialement avec beaucoup de plaisir, même si cette année c'est un petit peu différent. Dans cette équipe aujourd'hui, 4 vétérinaires sont diplômés de VétaGrossup.
Ceci pour vous illustrer le fait que le choix de l'école vétérinaire est très souvent ensuite corrélé à la zone géographique d'activité. Hein. Il y a au-delà des choix spécifiques d'école pour telle ou telle raison de classement ou de spécialisation qui sont éventuellement évoquées, la principale motivation reste finalement quand même le choix géographique. Notre activité, elle est aujourd'hui qualifiée de mixte, c'est-à-dire que 50% des recettes des cliniques provient de la médecine des animaux de compagnie et les autres 50% principalement de la médecine des animaux de rente. Il se trouve que Saint-Galmier a également un hippodrome, un champ de course, que nous y intervenons pour des soins d'urgence et également pour les contrôles d'identité et de vaccination, et que nous avons aussi un secteur de 5 à 6% de notre activité qui est consacrée à l'expertise, c'est-à-dire que nous intervenons pour les compagnies d'assurance dans le cas des litiges ou des problèmes qui concernent les animaux, que ce soit la mise en cause éventuelle de la responsabilité d'un confrère dans des soins ou des attaques dont les animaux sont l'objet. Par exemple, il y a beaucoup de dégâts liés aux chiens en divagation sur les troupeaux de brebis et ce type d'expertise, c'est-à-dire déterminer la réalité des faits, le chiffrage, le devenir des animaux, est de la responsabilité des vétérinaires et c'est quelque chose dans lequel nous avons des interventions régulières quasiment chaque semaine. J'ai également, à une époque, participé à un certain nombre d'essais cliniques. Vous en entendez sûrement parler en ce moment avec le vaccin Covid, mais tous les médicaments, qu'ils soient vétérinaires ou humains, ont une phase d'évaluation en pratique réelle, en pratique classique, et donc j'ai participé aux phases 3 et 4 de la mise au point d'un certain nombre de médicaments qui sont aujourd'hui utilisés. Ben, cette activité locale donc de médecine à la fois mixte, rurale, confronte le vétérinaire que je suis dans la fin des années 90, un moment où, ma foi, les enfants ont commencé à grandir, à un certain nombre de défis professionnels, que ce soit dans les relations en tant que vétérinaire on peut avoir avec l'État, la préfecture, et de sujets importants qui sont la délivrance du médicament, l'existence de diplômes européens, les échanges à l'intérieur de l'Europe, et de cette sensibilité à ces problématiques, eh bien, il se trouve que je m'engage dans la représentation syndicale, d'abord départementale, puis régionale, et enfin je suis un élu du conseil d'administration du syndicat professionnel des vétérinaires qui s'appelle le SNVEL. Je maintiens tout au long de ce temps mon activité à temps partiel, de l'ordre de 2 à 3 jours par semaine, le reste étant consacré à d'autres activités, et j'ai été président national de ce syndicat de 2010 à 2018. Mais ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est que l'intérêt que j'y ai trouvé était de rester toujours, et c'est dans ce sens où j'ai associé des photos qui vous montrent des discussions qui ont pu avoir lieu avec un certain nombre de ministres, avec la vie à Saint-Galmier et une foire qui avait lieu, parce que cette année, bien entendu, elle a été annulée, qui implique vraiment la persistance d'un travail local et de compétences et d'une activité professionnelle qui donne une grande légitimité au reste de la représentation que je pouvais assurer. En parallèle de cette activité syndicale nationale et de la médecine faite à Saint-Galmier, il y a aussi des volets un peu étrangers qui se sont greffés avec, dans les années 90, de grandes attentes de la part des pays qui étaient en cours de transformation. Et vous voyez ici une discussion avec des vétérinaires tchèques sur l'organisation de la profession, avec l'Union vétérinaire Rhône-Alpes, et en dessous une mission de coopération avec les vétérinaires, de formation et de coopération avec les vétérinaires vietnamiens. En parallèle, l'action syndicale, elle est faite de crise, et les vétérinaires en connaîtront une majeure en 2013,
avec un projet de loi qui visait à les priver de la délivrance d'un certain nombre d'antibiotiques. Et le syndicat que je présidais à l'époque a réuni une immense manifestation de près de 10 000 personnes à Paris qui m'a vu la terminer sur le toit de la camionnette, et pour un grand succès pour la profession qui a été le retrait de ce projet et la prise en compte d'un véritable engagement des vétérinaires à la maîtrise de l'antibiorésistance. Alors, la diversité des sujets augmente encore au-delà du syndicalisme, de la coopération internationale et toujours aussi donc, de l'activité classique de la médecine à Saint-Galmier. Je suis également sollicité pour participer aux équipes d'évaluation des établissements d'enseignement vétérinaire en Europe, puisque cet enseignement est le premier à se doter d'un système d'évaluation de la qualité des enseignements dispensés et qui se traduit par une accréditation. Vous voyez ici, par exemple, l'école vétérinaire de Vienne avec de très beaux poneys Haflinger qui servent de modèle pour les étudiants, ainsi qu'une vache mannequin qui permet aux étudiants de Berlin d'appréhender les premiers gestes d'obstétrique. L'école vétérinaire de Lyon a passé plusieurs fois avec succès ce type d'évaluation et d'accréditation. Son accréditation, le renouvellement était prévu là ces dernières semaines, et il a malheureusement été ajourné en raison de la crise. Alors, bien, au milieu de toutes ces activités de médecine, de représentation professionnelle et de missions également à l'étranger, il reste beaucoup de temps quand même pour la vie personnelle et le plaisir, et ce plaisir se traduit par un certain nombre de voyages dans lesquels on reste malgré tout intéressé par ce qui fait votre quotidien. Et vous voyez que là je vous ai mis une photo d'un magnifique taureau de Rice Island prise sur l'île de Skye avec un temps à peu près comme celui que nous avons aujourd'hui. Mais ceci pour vous illustrer que c'est une vie très prenante avec des horaires et une charge de travail importante, mais aussi une liberté et une façon de retrouver d'autres satisfactions. Alors aujourd'hui, mon temps se partage entre l'activité à Saint-Galmier et l'encadrement et le travail avec l'équipe que je vous ai présenté en début de ce diaporama, mais aussi je vais vous dire un petit mot de ce qui fait également occupe également une partie de mon temps, qui est l'identification. Les vétérinaires en France ont le monopole de l'identification. Cette identification est majoritairement aujourd'hui opérée avec des petits inserts qu'on appelle des puces électroniques, des microchips en anglais, et l'enregistrement de ce code est fait dans un fichier qui est une délégation de service public et qui est opéré par une société qui s'appelle ICAD, dont j'assure la présidence. Cela m'occupe à peu près 3 jours par semaine. Ce sont plus d'1 500 000 enregistrements chaque année, et 70 personnes qui, au service des détenteurs d'animaux, les conseillent dans notamment leurs problèmes soit administratifs, de déménagement, soit aussi autour du perdu, ce qu'on appelle le perdu trouvé, c'est-à-dire les phases un petit peu compliquées de la vie des animaux, et pour lesquelles l'identification est d'une très très grande utilité, puisque c'est le seul moyen d'affirmer le lien, en tout cas entre les hommes et leurs animaux. Et je m'occupe aussi de quelque chose dont vous entendrez forcément parler si vous rejoignez ce campus, qui est la presse professionnelle, qui s'appelle la Dépêche vétérinaire, qui est un journal qui permet à tous les vétérinaires, puisqu'il y a plus de 2000 abonnés, de s'informer sur ce qu'est l'actualité professionnelle, à la fois technique, puisque nous sommes une profession avec un grand intérêt pour se former techniquement. Les vétérinaires sont des gros consommateurs de formation continue, mais aussi, vous le voyez, sur des sujets politiques, sur les questions d'écoles vétérinaires privées et de la structuration de la profession, qui évidemment est en constante évolution. Un petit clin d'œil à un site internet que je vous invite à consulter, qui est la somme, disons, de travaux prospectifs qui ont été menés toutes ces dernières années autour des évolutions et des défis que la profession vétérinaire va devoir relever dans les temps à venir. Donc ce projet s'appelait Vet Future France. Il existe une déclinaison également anglaise que vous pouvez consulter avec les mêmes termes. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire avant de répondre à vos questions, en insistant sur un point qui me paraît vraiment majeur
avant de s'engager dans une formation de vétérinaire, c'est celui de bien considérer que le vétérinaire est le médecin, certes des animaux, ce que tout le monde comprend parce que c'est absolument essentiel, mais plus précisément, il est surtout le médecin du lien qui relie les animaux aux humains, et qu'il faut toujours privilégier les aventures humaines, la relation humaine, que ce soit, vous avez pu le voir, dans la taille des équipes, qui sont aujourd'hui des équipes de soins. Il y a un grand intérêt à ce que les équipes soient pluridisciplinaires, qu'elles soient nombreuses, et donc il faut avoir l'envie de partager avec d'autres son exercice, mais aussi dans l'acte de médecine vétérinaire lui-même, dans lequel la relation avec le propriétaire de l'animal, ou son détenteur, comme on dit juridiquement, est extrêmement importante, parce que il n'est pas envisageable de réaliser des soins sans que le détenteur y collabore, parce que aucun animal ne prend spontanément son traitement, pour être extrêmement trivial. Donc il faut à tout prix arriver à convaincre la personne que vous avez en face de vous de la nécessité d'appliquer le traitement que vous avez décidé, ou qu'elle collabore, et aussi, de façon là aussi un petit peu triviale, qu'elle accepte de le financer. C'est une médecine dont le modèle économique est lié au paiement direct par le propriétaire des animaux des honoraires du vétérinaire, et il faut, pour trouver du bonheur dans cette relation, avoir un grand souci d'écoute et d'expression vis-à-vis de ses propriétaires, de ce qu'on peut ensemble faire pour leurs animaux. Donc vraiment privilégier un côté humain. L'exercice de la médecine des animaux sauvages, de la faune sauvage, est certes une facette qui existe, et elle est extrêmement minoritaire, et surtout, elle n'existe que dans la mesure où il existe là aussi une communauté qui a décidé de financer cette activité. Voilà, pour moi, de façon très importante, le vétérinaire est le médecin du lien homme-animal. Merci de votre écoute, et je vous propose de passer aux questions. Alors, du coup, je vois que les participants sont en train, là, en fait, du coup, de poser les questions. Ils ont attendu, je pense, que vous ayez fini votre présentation. Donc, je vous les poser au fur et à mesure qu'elles sont apparues, je pense. La première question, c'était Olympe qui nous demandait, est-ce que l'ENVT fait partie du parcours VétagroSup? Alors, le NVT, en principe, est l'acronyme qui désigne l'École nationale vétérinaire de Toulouse, donc qui est une autre des écoles vétérinaires françaises, mais qui est en lien avec VétagroSup au sein des écoles vétérinaires françaises, mais n'est pas directement VétagroSup. En revanche, les modalités d'accès aux écoles sont les mêmes. Que vous vouliez accéder à l'école à Toulouse, à Maison-Alfort, à Nantes ou à VétagroSup, les modalités, le préalable est identique. Voilà. Les écoles n'ont pas de cursus particulier pour intégrer l'une ou l'autre. C'est ensuite le rang de classement qui fait la possibilité d'intégrer l'une ou l'autre. Merci. Donc ensuite, Olympe, de nouveau, nous demandait, pour soigner et travailler avec les NAC, quelles sont les études nécessaires? Alors, les nouveaux animaux de compagnie font partie aujourd'hui des enseignements qui sont présents dans les 4 écoles vétérinaires françaises. Donc, ça fait partie aujourd'hui des compétences qui sont considérées comme nécessaires à l'exercice de tous les vétérinaires. C'est peut-être un point que je n'ai pas d'ailleurs assez développé, c'est que la formation des 5 années qui est aujourd'hui dispensée en école vétérinaire est une formation qui n'est pas spécialisée ou spécialisante. Elle permet à tout diplômé d'exercer sur l'ensemble des champs de la médecine. Hein. Les gens peuvent être aujourd'hui vétérinaires mixtes, c'est-à-dire s'occuper le matin de bovins et l'après-midi de chiens avec le même diplôme. Il existe des spécialisations, mais qui ne sont pas des spécialisations d'espèces, qui sont des spécialisations techniques, c'est-à-dire qui font référence à une spécialisation de chirurgie, une spécialisation d'imagerie, mais pas une spécialisation d'espèces. Ensuite, Laure nous demandait si l'AVMA était toujours d'actualité à l'école vétérinaire.
Alors, je ne m'avancerai pas beaucoup, mais il y a effectivement un certain nombre de difficultés. L'accréditation est toujours en cours, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés avec comment dire, la relation avec les vétérinaires américains sur la possibilité qu'ils offrent ou qu'ils n'offrent pas, étant donné que c'est un pays extrêmement protectionniste, y compris aux écoles accréditées par l'Association des vétérinaires américains, à l'exercice aux États-Unis. Hein. C'est une autre... Sachant que les vétérinaires américains ne sont pas autorisés à exercer en Europe de façon automatique non plus. Donc, c'est une question extrêmement pointue auquel éventuellement elle peut trouver une réponse par je pense, une interrogation peut-être écrite à ce moment-là aux adresses de contact. Ensuite, une question qui a reçu pas mal de mentions j'aime. Faut-il avoir une bonne moyenne au bac pour entrer en école vétérinaire ? Je crois que c'est un secret bien partagé, que c'est une formation exigeante au niveau d'études et aussi en niveau d'études post-bac sur la capacité à approfondir. Hein, parce que le schéma classique, alors aujourd'hui, puisqu'il existe plusieurs voies d'accès, les choses sont un petit peu différentes, mais dans le schéma traditionnel de la classe préparatoire tel qu'il du concours A, il est évident que pour rentrer dans les classes préparatoires, il faut avoir une bonne moyenne au bac et qu'il faut avoir une bonne moyenne au bac avec une réserve de capacité à également travailler les 2 années qui suivent de façon intense. Voilà. Hein. Alors, vétérinaire en rural, est-ce que c'est dans un milieu rural, donc si la clinique est située à la campagne, ou bien le soin d'animaux ruraux comme les chevaux et bêtes de rente ? Alors, donc la médecine rurale désigne, effectivement, est un abus de langage qui désigne la médecine de l'ensemble des animaux plutôt de production. Hein, et de fait, elle est principalement située en zone rurale. Après, si l'on prend mon cas particulier, j'exerce à moins de 20 km de Saint-Étienne, moins de 50 km de Lyon. Il y a un grand nombre la France est un pays où la ruralité n'a pas tellement reculé. Et il y a beaucoup de zones où finalement des villes moyennes ont un environnement d'élevage qui fait que les vétérinaires y exercent de façon importante. En Bretagne, c'est le cas. En Rhône-Alpes, donc, j'en témoigne. Ça existe et ça existe dans beaucoup d'endroits en France. Hein, voilà. Et donc, on distingue simplement, par contre, pour être un peu plus précis que je ne l'ai été tout à l'heure, dans la médecine rurale des élevages plus traditionnels que sont les bovins laits et les bovins viande, et celle des animaux dites de production organisée que sont le porc et les volailles, qui sont gérés de façon un petit peu différente, parce que il y a plus de prévention que de soins directs, et en particulier pas du tout le côté obstétrical, qui est une partie importante de la médecine de ce qu'on appelle les grands animaux. Voilà. Et la médecine équine, elle se produit partout. Il y a même proportionnellement bien autant de gens qui exercent de l'équitation dans les villes aujourd'hui que dans les campagnes. Alors, pouvez-vous développer vos activités en tant que vétérinaire rural ? Alors, en tant que vétérinaire rural, il y a plusieurs pans effectivement d'activités. Il y a, ma foi, ce que chacun peut comprendre assez simplement, qui sont les soins aux animaux, donc où le détenteur détecte que l'un de ces animaux est malade, soit parce que sa production a baissé, si c'est une vache laitière, soit parce que sa consommation d'aliments a baissé. Et là, dans un schéma assez classique, il appelle et le vétérinaire se déplace sur l'exploitation avec dans sa voiture l'ensemble de tout ce dont il a besoin en médicaments et matériel pour soigner l'animal. C'est ce qu'on appelle la médecine individuelle, qui constitue une part, je dirais peut-être 15 à 20% de l'activité du vétérinaire rural. Il y a ensuite une partie qui est une partie de gestion beaucoup plus collective, hein, qui consiste dans la réalisation de bilans, de visites de conseil, qui consiste là à analyser les éléments du troupeau de façon collective sur ce qu'est l'incidence
de telle ou telle pathologie, de tel ou tel problème. Par exemple, si je prends le cas de l'élevage laitier, de la qualité du lait et du nombre d'infections mammaires, par exemple, que chaque troupeau peut avoir à subir, et d'établir avec l'éleveur à la fois des schémas de traitement, des mesures de prévention, l'amélioration de la surveillance de tel ou tel problème, et de choisir avec lui quels sont les schémas de traitement, puis plusieurs fois dans l'année, de revoir avec lui ces schémas de traitement au cours de la prescription et de la délivrance des médicaments. Donc ça, c'est le côté médecine préventive ou médecine collective, qu'on appelle parfois aussi médecine de troupeau. Il y a une partie également de médecine dite de reproduction, qui consiste à faire là aussi des suivis, c'est-à-dire à examiner collectivement les animaux en fonction du stade de gestation ou après leur accouchement, pour vérifier que toutes les modalités, disons, de mise à la reproduction, enfin, tous les stades de reproduction se passent comme il faut, qui nécessitent l'emploi d'un échographe ou de contrôle manuel par diagnostic de gestation, etc. Ce qu'on voyait, je crois, faire là sur la diapositive du Vietnam. Donc, cette partie reproduction, qui est une partie importante, qui fait également une vingtaine de % de l'activité. Et puis, il reste une partie qui est liée à la santé publique, que sont toute la partie, et qui est spécifique à la France, qu'on appelle vétérinaire sanitaire, où le vétérinaire opère un certain nombre de contrôles ou d'autres qui sont obligatoires pour les éleveurs, que ce soit des prises de sang, que ce soit des contrôles de tuberculination, pour s'assurer de la qualité et de la santé du cheptel. Alors, donc là, les questions, il y en a de plus en plus, donc je vais passer par un filtre. Je vais commencer par poser les questions qui ont le plus de j'aime, parce que sinon, on ne va pas arriver à tout gérer, je pense. Donc, Colline demandait, y a-t-il des options particulières à Vetagrosup qu'il n'y a pas dans les autres écoles? Oui, je pense qu'il y a la possibilité, puisque les options n'interviennent que dans la dernière année, dans ce qu'on appelle la 5e année, et Vetagrosup a longtemps eu, je ne serais pas certain que c'est le seul établissement où c'est possible, mais ils ont longtemps en tout cas été les seuls à offrir la possibilité de, justement, et c'est pour ça que ça m'intéresse, de se former de façon mixte, c'est-à-dire d'avoir à la fois un approfondissement de la médecine canine et à la fois un approfondissement de la médecine des grands animaux. Voilà. Et peut-être pour compléter ce point, Lyon a également été tout à fait en tête d'une initiative qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle le tutorat, qui permet aux étudiants de 5e année justement d'acquérir une spécialisation très proche de l'activité clinique, en passant 18 semaines de leur 5e année dans un établissement de soins. Et ça fait, dans ma clinique, ça fait la 3e année que nous accueillons des étudiants dans le cadre de ce cursus, avec quelqu'un qui est en situation réelle pendant 18 semaines, à la fois avec qui nous faisons des choses ensemble et qui exerce aussi parfois en autonomie. Déborah demandait, savez-vous pourquoi les vétérinaires ruraux peinent à se renouveler? C'est une très très bonne question qui revient également qui revient souvent. Ils peinent à se renouveler parce que le monde rural évolue et qu'un certain nombre de régions ont vu l'élevage traditionnel se modifier, que l'élevage se modifie considérablement. Mais également parce que, et de façon transparente, la question de la permanence des soins ne se pose pas de la même façon pour les grands animaux que pour les petits animaux. Pour les petits animaux, il est possible de déléguer sa permanence de soins à une structure. Il nous serait par exemple possible, nous, d'envoyer à Saint-Étienne, voire même à Lyon, ça n'est pas totalement aberrant que quelqu'un prenne sa voiture et fasse une demi-heure ou 3/4 d'heure de route pour aller faire soigner son chien qu'il peut mettre dans sa voiture. Il est par contre tout à fait inconcevable, en tout cas aujourd'hui, qu'une vache sur le point de vêler soit transportée ou déplacée. Donc la permanence des soins pour les grands animaux doit être assurée par les vétérinaires soignants eux-mêmes, et ça constitue un mode de vie qui est différent, qui apporte beaucoup de satisfaction, j'en témoigne, mais qui est une contrainte qui n'est pas forcément, dont l'intérêt n'est pas forcément aussi bien partagé, et qui est un petit peu peut-être, comment dire,
à contre-courant en tout cas de certaines évolutions sociales sur le rapport entre le travail et la vie personnelle. Est-ce qu'il y a des caractéristiques précises et nécessaires pour faire une carrière de vétérinaire rural? Antoine nous a demandé ça. Non, je crois qu'il existe beaucoup de profils, donc on peut tout à fait envisager cette carrière avec des profils différents. Il faut bien entendu avoir un intérêt pour les éleveurs, hein, et pour leur mode de vie, même si il ne s'agit pas de l'adopter soi-même, mais comme j'essaye d'en témoigner, le bonheur du vétérinaire est dans la relation qu'il entretient avec les humains qu'il fréquente, bien autant qu'avec les animaux qu'il soigne, et par conséquent, il faut avoir un intérêt pour le monde rural, pour à la fois les gens qui y habitent et les plaisirs que la vie rurale peut offrir par rapport effectivement aux difficultés urbaines. Alors, Solène nous demandait quelles sont les spécialités qui existent. Alors, spécialité au sens de spécialisation réelle, diplômante, hein, et qui permettent aujourd'hui de se préfigurer d'un titre de spécialiste. Je ne vous répondrai pas de façon exhaustive parce que j'en oublierai. Je vous invite à consulter le site de l'organisation européenne qui s'appelle EBVS, le European Board of Veterinary Specialists, qui tient à jour la liste des collèges de spécialisation. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, pour ce qui est des spécialisations les plus proches de la pratique, que je connais bien, les spécialisations principales qui sont choisies et qui ont une activité significative, c'est la dermatologie, l'ophtalmologie, la chirurgie et l'imagerie. Voilà, les quatre qui aujourd'hui sont vraiment très, très employées, et puis l'une qui émerge, qui est la médecine interne. Mais il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Fanny nous demande, est-ce qu'il est possible de se spécialiser pour les animaux sauvages chez VetaGrosSup? À mon sens, il n'existe pas de spécialisation pour les animaux sauvages. C'est un apprentissage qui se fait à la fois à l'école, et dans toutes les écoles, il y a une partie effectivement liée à VetaGrosSup sur les soins apportés à la faune sauvage. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que ça n'est pas un bon projet professionnel que de considérer qu'on puisse devenir vétérinaire avec pour seul projet de soigner la faune sauvage. Désolé pour être un petit peu franc, mais je crois qu'il faut réfléchir sa vie professionnelle en fonction des réalités. Donc exactement un peu dans le même style, hein. Sarah nous demande quelle est la différence au niveau des études pour devenir vétérinaire pour animaux sauvages, par exemple dans un zoo. De la même façon, c'est un apprentissage ensuite par compagnonnage avec des vétérinaires qui travaillent aujourd'hui dans un zoo. Ils peuvent trouver plus de précision auprès de l'AVPVZ, qui est l'association des vétérinaires de zoo, qui regroupe la petite centaine de vétérinaires qui y travaillent. Donc Fanny nous demandait, pensez-vous qu'il est plus difficile de trouver un travail en France en tant que vétérinaire si l'on se forme à l'étranger? Non. Très clairement, la libre circulation est la règle depuis toujours, avec des diplômes étrangers. J'ai dit que dans notre clinique, nous avions 4 vétérinaires issus de l'école lyonnaise, mais nous avons aussi 2 vétérinaires qui ont été l'un formé à Turin et l'autre formé à Liège, et qui sont d'excellents vétérinaires. Donc il y a de très bonnes écoles partout en Europe. C'est le but d'ailleurs de l'association d'accréditation que d'harmoniser la qualité des formations. Voilà. VetaGrosSup étant cependant, et sans triomphalisme aucun, parmi les meilleurs établissements d'enseignement en Europe. Donc Fanny toujours, que pensez-vous de la future école vétérinaire privée qui risque de s'ouvrir en 2022?
Je vous invite, alors je crois que c'est en accès libre sur le site de la Dépêche vétérinaire, mais beaucoup de choses ont été écrites qu'il est difficile de résumer, tant cela divise et il est compliqué de répondre dans le cadre de ce matin. Hein, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est les attendus qui sont aujourd'hui développés, notamment par le monde politique, pour défendre le projet de la création d'une école vétérinaire privée et qui sont la sauvegarde du maillage rural, sont des attendus qui ne sont pas recevables. Voilà. Alors, Lison nous demande, la nouvelle voie d'accès par Parcoursup a-t-elle pour vocation de former des vétérinaires ruraux? Non, elle a pour vocation à satisfaire à quelque chose auquel je suis très attaché, c'est à diversifier les profils à l'intérieur des écoles et à permettre, à insister, puisque le recrutement devrait prendre en compte de façon beaucoup plus importante ce qu'on appelle des savoir-être plutôt que des savoir-faire, parce que la question ensuite d'être un vétérinaire heureux fait beaucoup référence à cette capacité, c'est-à-dire à une capacité d'adaptation, à une capacité d'écoute, et l'idée qui a été lancée dans le fait du recrutement direct derrière Parcoursup, c'est de tenter de discerner des profils qui seraient plus dans cette, en tout cas dans cette optique. Une question anonyme. Depuis les lycées agricoles, est-ce qu'il faut aussi passer par une école préparatoire? Là, je vous renverrai à l'examen quand même précis des choses. Tout dépend. Y a plus, enfin, sur les concours qui ne sont pas le concours A. Dans les lycées agricoles, il y a effectivement une préparatoire spécifique, et sur le concours C, qui est celui qui est ouvert aux gens qui ont fait un parcours universitaire, il y a également en fait des classes en tout cas des parcours spécifiques. Oui, il y a toujours en fait une phase de préparation au concours. Alors, Anonyme qui nous dit « Merci pour le partage de votre expérience. Vous avez expliqué que l'aspect économique était directement en lien avec les finances du propriétaire. Avez-vous été confronté à un refus de ce dernier pour payer certains actes et donc à une certaine frustration? Qu'en est-il pour les éleveurs bovins, par exemple, dont les actes vétérinaires sont souvent importants ?» Bien sûr, c'est une excellente question, et je pense qu'il faut vraiment intégrer cette notion avant même le choix professionnel, parce que autant la médecine humaine, c'est totalement, ou presque en tout cas, débarrassé par le miracle de la solidarité nationale autour de la sécurité sociale, qui fait que personne ne se pose vraiment la question de son accès aux soins. Autant pour la médecine vétérinaire, nous sommes confrontés tous les jours à des arbitrages entre les finances du propriétaire, et qu'il soit éleveur de grands animaux ou qu'il soit détenteur de petits. Il y a un gros travail qui est fait pour ce qui est des petits animaux, à la fois sur les facilités de paiement, la capacité des gens à s'assurer, et la profession vétérinaire fait d'énormes efforts tout à fait méconnus et pas assez communiqués pour vis-à-vis de toute la protection animale et vis-à-vis aussi des détenteurs particuliers. Il nous arrive très régulièrement de faire des gestes importants de remise parce que nous considérons qu'il faut privilégier le soin de l'animal parfois par rapport à un tarif qui lui a été fixé. Donc il y a un certain nombre d'efforts que nous consentons. Et pour les grands animaux, la question se pose de façon un peu différente, puisque ce sont des professionnels et que pour eux, ils arbitrent surtout entre le coût, le résultat et le résultat économique pour leurs animaux. Et c'est vrai que, alors pour les bovins, la question ne se pose encore pas énormément, parce que la valeur d'un bovin qui est entre 1200 et 2000 ou 3000 euros pour les animaux d'exception fait qu'on est quand même très au-dessus de tous les tarifs d'intervention que nous pouvons avoir. Pour autant, dans leur logique économique, l'intervention vétérinaire doit trouver du sens. Et du sens, ça veut dire que le ratio entre par exemple le maintien de la production ou l'amélioration de la qualité est proportionnel, je dirais, aux honoraires que le vétérinaire a demandé. Alors, Ferrandet demandait « Qu'en est-il de la loi votée cette semaine au Sénat pour les écoles privées ?» Merci.
La loi est votée, elle est ratifiée par le Parlement. La question maintenant va se poser au niveau des décrets d'application, puisque la profession s'est mobilisée pour que les conditions d'ouverture d'écoles privées se fassent avec des critères de qualité qui soient équivalents à ceux des écoles publiques. Olympe demande, les diplômes sont-ils cumulables, NAC plus rural? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de diplôme NAC et pas de diplôme rural. Ce sont deux compétences qui sont acquises à l'issue des 5 années dans l'établissement. Alors, question anonyme, les 5 années d'études en école vétérinaire sont-elles aussi intenses que celles de la prépa? Elles sont différentes. Elles sont différentes. On est dans une école avec un rythme différent, des apprentissages différents. Je crois que non. Tout le monde sait qu'effectivement la préparatoire concentre sur quelques mois des efforts d'apprentissage extrêmement intenses et que la suite des études en école comment dire, n'est pas du même niveau, enfin, niveau d'intensité. En revanche, ce qui est toujours difficile, c'est de savoir si finalement l'apprentissage qui a été lié justement à cette période préparatoire et aux habitudes de travail intense qu'elle génère n'est pas celle qui permet ensuite de mener ces 5 années d'études avec plus de sérénité. Mais non, c'est clairement deux périodes de vie distinctes. Il y a un grand nombre de semaines de stage qui sont prévues également dans l'enseignement, qui est un grand nombre d'enseignements cliniques qui ne sont pas des enseignements qui demandent effectivement le même type d'investissement purement académique tel que l'enseignement en préparatoire. Alors, une question de Clément. Je ne suis pas sûre que vous pourriez répondre. Quel est le nombre de places pour les étudiants post-BTS production animale? Non, là, je vous invite à poser la question par écrit. Je pense que l'école a dû mettre en place un système de réponse, mais je ne voudrais pas. Voilà. Aujourd'hui, le concours A n'est plus majoritaire, mais pour autant, c'est le seul ordre de grandeur que j'ai en tête. Je n'ai pas, par contre, les équilibres généraux. Donc, je me permets de rebondir du coup, Clément, si vous nous suivez. Pour les questions relatives au nombre de places, etc., il y a le service des concours qui peut vous répondre. Donc, sinon, vous pouvez contacter le service de la scolarité ou le service de la direction de l'école vétérinaire pour les questions liées à l'entrée dans les études vétérinaires. Ensuite, Olympe, y a-t-il des liens entre les ENV et les vétérinaires dans l'armée ou les forces de l'ordre? Alors, il existe des vétérinaires dans l'armée. Ils sont aujourd'hui recrutés, je crois, en fin de cinquième année. Et ils ont une formation spécifique ensuite militaire, mais là je n'ai que peu de voilà. Mais il faut de toute façon satisfaire à aux mêmes obligations que celles qui sont liées aux vétérinaires civils. Alors, question anonyme. Hors la prépa, y a-t-il d'autres moyens pour devenir vétérinaire? Je crois qu'on a, au travers de vos questions, évoqué certaines. Il y a effectivement donc le concours A avec cette préparatoire post-bac scientifique extrêmement classique, mais il y a également les concours B et C qui sont ouverts aux diplômés du monde agricole. Et puis, à partir de l'année prochaine, donc de 2021, le recrutement direct après Parcoursup. Camille demande, pensez-vous que plus de places seront ouvertes pour le concours B comme il est maintenant accessible en L2? Globalement, là aussi, je n'ai pas je suis praticien relié à l'école, mais je ne suis pas toujours ces informations d'aussi près que vous pourriez le souhaiter. Mais globalement, l'augmentation du nombre de places s'est toujours faite ces dernières années sur les concours B et C. Alors, j'en profite pour rajouter, pour toutes les questions sur les cursus vétérinaires, les participants, je vous invite quand même à vous connecter sur les conférences de présentation du cursus vétérinaire qui répondra à pas mal de questions que je vois posées dans le fil d'actualité. Donc si là, on n'a pas pu apporter une réponse, pendant les questions pour le cursus vétérinaire, il y aura des réponses, je pense. Donc là, la question suivante, justement, c'est Antoine qui demande comment se déroule le cursus d'apprentissage vétérinaire, TP, cours magistraux, etc.
C'est un mixte, hein, tout au long des études. Très généralement, les matins sont consacrés le plus souvent justement à des travaux dirigés ou des travaux pratiques, jusqu'en troisième année. L'après-midi à à des cours plus classiques en amphithéâtre. Et à partir de la troisième année, les matins sont consacrés essentiellement à de l'enseignement clinique ou à de l'enseignement pratique, hygiène alimentaire par exemple, qui nécessite l'examen, ou anatomie pathologique, avec la réalisation d'autopsies et de contact avec les animaux. Donc c'est vraiment un mix, y compris en école, le mix est très important entre le temps effectivement des travaux dirigés, travaux pratiques, et le temps des enseignements théoriques. Et j'en profite pour vous rappeler dans la cinquième année, elle peut être faite à raison de 18 semaines, c'est-à-dire quand même une très très grande majorité du temps, elle peut être externalisée au travers du système qui s'appelle le tutorat, qui permet là d'aller faire son apprentissage en situation réelle d'une activité d'un établissement vétérinaire, agréé selon un process. Il y a tout un... Pour pouvoir accueillir des étudiants, nous devons satisfaire un certain nombre de conditions et d'échanges avec le corps enseignant. Très bien. Donc, pour les participants, là, on arrive dans le dernier quart d'heure. Donc, de mettre des j'aime sur les questions qui ont été posées pour que ça les fasse remonter et que je puisse poser les questions qui récoltent le plus de j'aime, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de poser toutes les questions. Donc, je vous invite à déjà lire les questions posées pour mettre des j'aime sur celles qui vous correspondent. Donc, Sarah demandait, lors des études vétérinaires, est-il possible de cumuler un travail à côté ? Je crois qu'un certain nombre d'étudiants le font. Alors soit pendant l'année scolaire, soit aussi pour quelque chose que je connais. À partir de la première année, il peut être extrêmement intéressant de postuler pour occuper des fonctions de remplacement du poste d'auxiliaire vétérinaire, qui ne nécessite pas d'être diplômé, hein, puisque ça n'est pas une profession réglementée, et c'est une excellente façon de faire l'apprentissage justement des enjeux de la clientèle, que d'assurer l'accueil et la réponse téléphonique dans un cabinet ou une clinique pendant les congés scolaires, voire les samedis. Hein. On a eu un étudiant justement en tutorat l'année dernière qui avait, tout au long de sa scolarité, assuré des permanences d'ASV les samedis et sur son temps libre. Alors, Pauline demandait: qu'avez-vous pensé du film Les Vétos et l'image du vétérinaire dans celui-ci ? Eh bien, c'est drôle que vous en parliez, parce que c'est un film qui a fait l'objet d'une projection à l'école vétérinaire il y a à peu près un an, je crois, avec un grand succès. Mais écoutez, ce film est une comédie, mais la majeure partie des sujets qu'il évoque sont en un bon lien avec la réalité. Je crois que de ces dernières années, c'est l'une des meilleures réalisations autour de notre profession et des enjeux, de ses difficultés, de ses bonheurs. Voilà. Si vous avez un peu de temps à consacrer, franchement, ça n'est pas du temps perdu que de le regarder avec un petit œil critique, avec un peu de recul par rapport à certains éléments, mais une grande partie, en tout cas, de la façon dont ce film a été tourné, en raison notamment de l'implication de notre consoeur Laetitia Barlerin là, dans l'écriture du script et dans le conseil technique, font que les vétérinaires, moi y compris, et tous ceux que je connais, s'y retrouvent assez bien. Le seul bémol, c'est qu'il représente peut-être une réalité qui a été la nôtre ces 10 ou 20 dernières années, et qui ne sera peut-être pas votre réalité ou votre futur, mais en tout cas, c'est une bonne comédie du temps présent. Voilà, et une représentation sympathique de la profession. Alors, avez-vous des regrets concernant votre expérience professionnelle et des conseils à nous donner ? On a toujours des regrets quand on arrive au bout de... Ça fait 36 ans donc, que moi je suis sorti de l'école. On a toujours des regrets. On a toujours le regret peut-être de ne pas avoir assez approfondi tel ou tel pan technique. Je dirais que moi personnellement, j'ai eu tellement d'opportunités à diversifier ce que j'ai eu l'occasion de faire et des contacts que j'ai pu avoir faits, que je n'ai guère de regrets.
je n'ai que peu de regrets, ou tout au moins, c'est des choix. J'ai dû opérer un certain nombre de choix pour ne pas tout faire. Peut-être ce que je trouve enfin, en tout cas, sur lequel trop peu de vétérinaires s'engagent, c'est peut-être la construction européenne. C'est-à-dire le fait de régulièrement aller visiter des vétérinaires dans les pays limitrophes pour mieux comprendre en fait comment ils sont perçus et de quelle façon on peut tirer enseignement de la façon dont ils évoluent pour faire évoluer nos pratiques en France, que ce soit d'ailleurs en Europe ou même à l'étranger. Je crois que voilà, on est resté du fait peut-être et de notre formation initiale et de la qualité et peut-être parfois un petit peu de l'orgueil qu'on peut avoir en tant que vétérinaire français, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la profession vétérinaire est une invention française. Elle a été inventée à Lyon par Bourgelat au XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel la France a souvent l'impression qu'elle a le lead. Et en réalité, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font dans des pays étrangers. Et voilà, c'est peut-être le seul regret, c'est qu'on a un mode d'exercice qui a tendance un petit peu à nous restreindre au territoire national, alors que beaucoup de choses sont toujours très intéressantes. La façon dont exercent les Anglais est par exemple assez différente de ce qu'on peut faire chez nous. Les USA, bien sûr, avec tous leurs excès, mais on voit aussi au travers du modèle allemand ou des pays nordiques qu'il y a des choses à aller chercher. Alors là, j'ai une question qui remonte avec beaucoup de j'aime, mais pour laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu. Pendant les années d'études, est-ce que l'on peut faire des stages à l'étranger? C'est même obligatoire. Hein, c'est même obligatoire. Je me rappelle, c'est un point qui a été discuté âprement avec les représentants des étudiants il y a une quinzaine d'années, parce que voilà, nous avions souhaité, j'avais participé à l'époque aux travaux de modification du référentiel, et nous avions souhaité qu'il y ait une part de stage à l'étranger obligatoire. C'est tout à fait possible, obligatoire, encouragé, y compris même dans le système Erasmus. Hein, il y a des étudiants français qui font leur scolarité. Lorsque j'étais à Vienne, il y avait des Français. Lorsque je suis allé à Berlin, il y avait des étudiants français. C'est tout à fait possible. Voilà, donc pour rappel, hein, les participants, je vous rappelle qu'il y a d'autres conférences qui sont axées sur le cursus vétérinaire qui répondront pas mal à ces questions-là. Vous avez aussi des conférences prévues spécialement pour Parcoursup. Donc, je vois qu'il y a plein de questions sur Parcoursup qui sont posées, mais qui n'ont pas beaucoup de j'aime. Je pense que c'est parce qu'il faut que vous alliez après sur les conférences Parcoursup. Hein. C'est celle qui est juste après, je crois d'ailleurs, hein, de Marc Goni. Hein, sur le... Je crois qu'elle est en début d'après-midi, hein, avec Marc Goni, c'est ça. Donc, Ferrandet demandait quel est l'avenir justement des activités en soins des bêtes à viande et lait, puisque les exploitations agricoles tendent à disparaître pour devenir de très grosses structures. Et de ce fait, le vétérinaire pourrait, je pense, être le salarié, mais au final, il y aura moins besoin de veto. Alors, c'est une crainte qui existe depuis qu'on évoquait déjà quand je faisais mes études il y a 30 ans. Et finalement, c'est quelque chose qui ne s'est pas réellement, qui n'est pas une réalité en tout cas notamment pas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, les plus grosses exploitations que nous avons ici sont des exploitations où il y a 300-400 bovins qui n'auraient absolument pas les moyens de s'attacher les services d'un vétérinaire à temps plein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la taille de ces exploitations fait régresser la médecine individuelle et augmenter la part de médecine collective, mais pour autant, ça n'est absolument pas une disparition du soin ni des interventions du vétérinaire. C'est une reconfiguration. Et d'autre part, je ne suis pas certain que les années qui viennent, le modèle agricole continue d'être celui d'une hyperconcentration. On voit bien les limites aujourd'hui dans la responsabilité environnementale que ce type de modèle peut avoir et à quel point le reste de la société pour le moins qu'on puisse dire, ne le plébiscite pas, que ce soit au titre du bien-être animal, de l'impact environnemental ou du rapport que l'homme peut avoir avec les animaux. Alors, ensuite, si on choisit une 5e année d'approfondissement en équine, par exemple, peut-on par la suite exercer également en canine ou bien sur les animaux de rente? Merci. Tout à fait.
encore une fois, le diplôme qui est décerné, par les écoles vétérinaires publiques françaises est un diplôme de vétérinaire toute espèce. Il n'y a pas de l'année d'approfondissement n'est en aucun cas ni une barrière pour exercer sur une autre espèce, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire de spécialisation équine n'empêche pas un vétérinaire ensuite d'éventuellement consacrer tout son temps à la médecine des chevaux et réciproquement. Ensuite, on a Maëlys qui nous demandait « Certains vétérinaires de campagne sont tout seuls ou simplement 2 et sont ainsi très débordés. Comment se fait ce choix d'être par exemple 6 vétos comme vous ou d'être plus seul et donc débordé de travail, voire un peu déprimé, car n'ont plus de vie à côté. CF, le film sorti récemment dont j'ai oublié le nom. » Je pense que le film, c'est les vétos. C'est une réalité, c'est-à-dire que le territoire français fait qu'à un certain nombre d'endroits, il n'y a pas forcément une activité qui permette d'agréger autant de diplômes que nous avons pu le faire chez nous. Mais avant tout, c'est aussi comment dire, un choix d'entreprise, un choix de construction qui fait que, en tout cas pour ce qui est de ma part, nous avons toujours essayé de diversifier notre activité pour que le nombre de vétérinaires soit suffisamment nombreux, pour que la charge de permanence des soins en soirée et le week-end soit acceptable. Mais dans ma vie, j'ai commencé ma vie, on n'était que 3 associés, j'ai travaillé un dimanche sur 3 pendant pratiquement jusqu'en 2005, donc presque 20 ans. Et ensuite, aujourd'hui, effectivement, je ne travaille plus qu'un dimanche sur 6 et je trouve ça bien mieux. Après, il y a des zones géographiques où c'est beaucoup plus difficile à construire, mais ça ne résulte pas forcément de la volonté des uns ou des autres. Ça dépend de l'organisation, du bassin et des possibilités que la médecine offre dans une zone particulière. Et après, c'est de la responsabilité des collectivités territoriales ou des éleveurs eux-mêmes de savoir comment ils peuvent, quel accès aux soins ils veulent avoir. Il y a des endroits, alors aujourd'hui c'est encore plus compliqué en raison de la catastrophe naturelle, mais j'ai une consoeur que je connais très bien qui s'appelle Véronique Ludeni, qui exerce à Saint-Martin-de-Vésubie. Saint-Martin-de-Vésubie, c'est effectivement des élevages très distants avec des durées d'intervention qui sont très longues, mais les collectivités locales, départements, la région ont choisi d'aider son activité, de la soutenir et de lui permettre justement d'avoir des collaborateurs qui diluent, je dirais, et lui permettent un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Alors, il y a toujours énormément de questions, hein, donc petit rappel, Parcoursup, cursus vétérinaire, tout ça, là on n'aura pas le temps de répondre, il faudra aller sur les conférences dédiées parce qu'on est dans les 2 dernières minutes de la conférence. Pauline demandait, donc je pense que c'est la question inverse qu'on a eue tout à l'heure, comme quoi les Français iraient faire des stages à l'étranger. Là, je crois que c'est l'inverse. Je pense qu'elle demande si les étrangers prennent dans les écoles françaises. Si c'était pas ça sa question, je pense qu'on y a déjà répondu. Les Français font des stages à l'étranger. Est-ce que, par contre, à l'inverse, les écoles françaises accueillent des étudiants étrangers en stage? Bien sûr. Bien sûr, il y a des étudiants à Vétagro-Sup, il y a régulièrement des étudiants du monde entier. Hein. J'ai croisé des Allemands, mais aussi des Brésiliens, des Canadiens. Non, il y a un brassage. Et voilà, il y a d'ailleurs une association. Une association mondiale des étudiants vétérinaires qui assure ce type qui peut permettre de faciliter ces échanges. Alors, ensuite, on a Margot qui demandait « Vétagro-Sup propose-t-elle des UE d'éthologie durant le parcours? Sinon, y a-t-il cette UE en facultatif ?» Je crois, oui, que ça fait partie des options, des options possibles. Hein, et l'école de Lyon est très impliquée en lien avec la faculté de médecine dans le parcours, en lien avec une association de praticiens qui s'appelle Zoopsy, dans des parcours effectivement d'approfondissement des questions d'éthologie et de comportement. Je pense qu'on va arriver sur la fin. Dans l'une des questions là, qui remonte bien, qui est pour vous du coup, Antoine demande « Avez-vous écrit un livre ou participé à un reportage sur le métier de vétérinaire rural ?» Non, non, je n'ai pas écrit de livre, j'ai écrit
J'écris tous les 15 jours l'éditorial de la dépêche vétérinaire dans lequel je fais régulièrement part de ce que je vis même encore aujourd'hui. Les anecdotes, je dirais, que je rencontre et qui nourrissent ma mémoire, je les utilise à ce moment-là, mais pour l'instant, non, je n'ai pas voilà, j'ai participé à quelques reportages télévision, notamment lors de la crise de 2013, sur les choses, mais ça commence à dater et je ne sais pas s'il y en a une mémoire quelque part. Monsieur Buisson, est-ce que vous souhaitez encore répondre à quelques questions ou pas? Écoutez, alors très brièvement, parce que j'ai une autre réunion qui démarre en principe à 10 heures. Donc, s'il y a des questions vraiment importantes, on peut se donner encore 5 minutes. Alors, je remonte brièvement. Bon, là, je vois que ça demande comment intégrer le MV. Donc, ça, c'est des questions pour le service concours. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, elle n'a pas eu beaucoup de j'aime, mais j'ai vu passer une question sur une clinique. J'essaye de la retrouver. Est-il possible de créer une clinique uniquement équine? Cette spécialité est-elle viable? C'est Anaël qui demandait ça. Bien sûr, il en existe de nombreuses. Hein, et il y a beaucoup de gens qui exercent de la médecine équine uniquement. Et alors, en région Rhône-Alpes, il existe une structure là, qui est vraiment totalement dédiée là, vers Miribel. Et quand on est dans la pleine zone d'équitation en Normandie, il y a même plusieurs centres hospitaliers vétérinaires équins. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien balayé là ce qui concernait, parce que là, je vois que la plupart des questions qui nous restent, c'est comment entrer en ENV, qu'est-ce que la nouvelle voie Parcoursup, quel bac, quel BTS. L'honnêteté intellectuelle fait que 36 ans après, même si je connais bien les choses, enfin, bien la profession, je ne voudrais quand même pas vous donner des fausses pistes. Voilà. Donc, je le répète, hein, les participants qui sont encore là, qui ont des questions, pour les voies d'accès, vous allez avoir une conférence dédiée Parcoursup. Normalement, les conférences seront toutes en replay, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez avoir une conférence sur le cursus vétérinaire, une conférence sur les facettes du métier vétérinaire. Donc, toutes les conférences seront en replay. Vous n'hésitez pas à aller voir. Il y aura sans doute vos questions qui seront posées et qui pourront donc vous apporter des éléments de réponse plus axés. Et sinon, n'hésitez pas à contacter le service des concours ou directement l'école vétérinaire de votre choix. Voilà. Bon, je pense qu'on va clôturer là. Monsieur Buisson, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Ben, merci. Beaucoup de commentaires qui arrivent pour vous remercier là, du coup. Ben, écoutez. Léonie demande, pourrons-nous avoir votre contact? Écoutez, oui, vous pouvez m'adresser un mail. Mon adresse mail, c'est pibuisson, PIBUI2SON, @me.com. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, Monsieur Buisson. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est toujours un plaisir d'essayer de cerner au plus près ce que sont les enjeux d'un choix de s'orienter vers ce métier. Voilà. Très bonne fin de journée et bon courage à tous.